Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Constellation du tigre de Yannick Lemarec. Alors, je n'ai pas préparé de texte, donc ça risque d'être un petit peu embrouillé ce que je vais dire. Bon, c'est toutefois un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et puis j'espère aussi avec une certaine attention. Et évidemment, bon, si je dis une bêtise, Yannick pourra me rectifier. Bon, enfin, je vous propose une lecture en fait subjective. Alors, Constellation du tigre. Alors c'est indiqué, je peux lire, voilà, c'est mis en exergue donc au début de ce texte, dont je ne savais pas en fait avant de le lire s'il s'agissait d'un roman, d'une fiction, d'une écriture documentaire, enfin voilà, j'avais entendu parler évidemment de ton livre, qui a eu des articles, etc. Mais je l'ai vraiment, j'ai lu aucun de ces articles, et je me suis dit, bah, je vais le découvrir, subjectivement avec l'idée d'en parler à des gens que je ne connais pas forcément. Voilà, quoi. Donc alors voilà ce qui est mis en exergue de ce texte. Donc c'est pour nous donner une explication du titre, je crois, enfin une piste possible. Petite piste. Voilà. Alors, il existe ainsi des constellations qui ont disparu de la voûte céleste. Elles ont été supprimées car elles encombraient les cartes du ciel. On les appelle constellations disparates ou obsolètes. Ces constellations invisibles, quoique imaginables, peuvent donc être qualifiées de spectres. Et c'est un extrait du Tigre. L'auteur nous précise qu'il s'agit d'un magazine disparu, datant donc du 1er mars 2008. Voilà. Et alors, la constellation du Tigre commence comme une sorte d'enquête. Donc, moi j'ai attaché beaucoup d'importance au chapitre 1 que j'ai relu. En fait, le narrateur nous explique, alors je le cite ici, comment le tigre et sa mort brutale émergent dans ma vie. Et en fait, il y a un fait, une sorte de fait divers. En novembre 2007, un tigre est échappé donc d'un cirque, je suppose. 2017. 2017, j'ai dit. Oui, donc un tigre échappe donc d'un cirque et il va être abattu quelques minutes plus tard. Et donc le narrateur nous dit comment cette anecdote, c'est très curieux, va rencontrer, va piquer, je ne sais pas si c'est sa curiosité, mais va rencontrer quelque chose. Il confie par ailleurs qu'il est à l'époque en train de relire ou de reparcourir les romans de Patrick Modiano pour une recherche quelconque. Et puis, alors qu'il y a déjà cette idée, alors tu dois noter, enfin, le narrateur, pardon, note dans ses carnets, déjà fait mention de ce tigre, avec l'idée qu'il y a peut-être ici matière à écrire. Et le narrateur fait également référence, toujours dans ce premier chapitre, à un voyage en train interrompu par la mort d'un chevreuil. Bon, voilà. Et alors, ça c'est le premier chapitre, donc comment cette anecdote donc, fait son apparition dans l'univers du narrateur, qui va par la suite se mettre sur les traces. Et donc le livre, on peut le voir d'abord littéralement comme une espèce d'enquête sur la mort du tigre. Alors d'abord celui de novembre 2017, le narrateur va se rendre sur les lieux, repérer, donc s'appuyer sur des textes qui sont parus ou qui circulent sur Internet, et va reproduire donc cette espèce essayer de retracer concrètement le bref parcours de l'échappée du tigre avant qu'il soit donc mis hors d'état de nuire. Et puis la suite donc du livre est constituée de chapitres qui vont poursuivre en quelque sorte cette poursuite, enfin cette enquête. Alors on va parler de la chasse au tigre sous l'Empire colonial, on va évoquer donc des références littéraires. Alors il y a un monde ici, il y a une constellation de lieux, de références, de livres, d'auteurs extrêmement riches, dans laquelle personnellement je suis retrouvé, référence à Kafka, à Deleuze, à Walter Benjamin, à Modiano que je connais moins,
et aussi un auteur qui me semble avoir beaucoup d'importance donc dans ce texte, c'est Sebald, donc, et notamment référence faite à Austerlitz, le livre, le fameux dernier livre donc, de l'écrivain allemand Sebald. Voilà. Et puis, donc, on suit cette espèce de quête donc, du tigre, ou plutôt de la mort du tigre, jusqu'à se retrouver donc, au dernier chapitre à la BNF pour effectuer une ultime recherche, vérification, qui permettrait, comme tu l'écris, de clôturer, donc côté archives, cette recherche. Et alors j'ai proposé à Henri de lire, ou alors je veux bien le faire, si je veux bien le faire, je le ferai comme je peux, hein. Mais bon, enfin, aussi bien que je peux, je veux dire, je ne suis pas un très bon lecteur. Mais, alors ce passage qui ne va pas dévoiler, hein, n'ayez pas peur, ça ne va pas... Il n'y a rien à dévoiler. Voilà, c'est ça. Mais moi, qui m'a beaucoup plu, parce que, bon, bah, j'ai cru comprendre un petit peu ce qu'il faisait, la quête, en fait. Parce qu'il y a une enquête, mais moi, je vois plutôt une quête, voilà. Et j'ai cru comprendre, là, ce qui fondait, finalement, cette espèce, donc, d'enquête sur le titre. Et le mot important, je crois, dans ce dernier passage, où tu fais référence donc à Sebald et à son héros très très puissant, tu fais référence au désastre. Voilà. Je vais lire le passage et puis je risquerai mon interprétation et puis peut-être qu'on pourra en discuter. Peut-être pas. Et bien que je sois venu jusqu'ici pour clôturer cette archive, en consultant quelques-uns des comptes rendus de chasse au tigre, même si certains sont disponibles en ligne, comme on dit, des ressources numériques, mais parce qu'il me semble toujours que l'exemplaire sur papier témoigne davantage de la présence de tous ceux qui l'ont tenu entre les mains, et par-delà leur regard perçant qui nous interroge, de la besogne des libraires, des imprimeurs et des éditeurs, et qu'il reste possible de percevoir malgré tout, dans l'épaisseur de la reproductibilité technique, une parcelle d'aura de l'œuvre, inséparable de celle de l'auteur lui-même. Alors que je suis venu pour cela, mais sans doute aussi parce que la personnalité de ces chasseurs-auteurs en décroît l'intérêt et finit par me repousser, je décide de rester au niveau du haut de jardin de la bibliothèque, dans l'allée de l'encyclopédie, sur le chemin emprunté naguère par le héros sébaldien, et me coller comme lui, longuement, devant les grandes baies vitrées qui enserrent la forêt. Je tente de repérer les espèces plantées en 1995, les pins sylvestres, les grands comme les ordinaires, les rouleaux, les charmes, les merisiers et les chênes. Et pendant ces longues minutes d'observation, malgré les notices mises à la disposition du public qui en détaillent la diversité aperçue lors de comptages réalisés assez tôt dans la vie du jardin, je ne distingue aucun oiseau. Ni le vol ondulé d'un passereau, ni celui planant de la corneille, pas même le bref passage d'un pigeon, alors qu'ils sont nombreux, au-delà de ces limites, à trottiner sur la terrasse, pas un jet, un étourneau, un rouge-gorge. Rien. Nada. Encore moins l'épervier censé nicher en ces lieux. Les seuls volatiles semblent être ces figures collées sur les vitres, silhouettes bleues comme des découpages de Matisse, des dessins de rapaces dont l'objectif est d'empêcher que les vrais oiseaux ne foncent sur les reflets des arbres, le bec en avant, leur évitant de tomber raide-mort au pied de l'immeuble, comme on peut le voir dans un épisode de la série américaine The Good Fight, où des oiseaux s'écrasant sur la vitre d'un bureau du FBI, d'un gratte-ciel de Chicago, à l'étage où se déroule un interrogatoire, en perturbent vivement le déroulement. Et c'est aussi par une curieuse coïncidence, alors que je relis ce passage du début du mois de décembre, qu'un article du journal Le Monde m'oblige à le compléter puisqu'il explique qu'un savant américain, Dave Willard, du Field Museum of Chicago, ramasse tous les matins depuis des dizaines d'années les oiseaux qui se sont écrasés contre les fenêtres de divers bâtiments de la ville, comme le centre de convention McCormick, dont il est possible de constater sur Google Earth la situation particulièrement favorable pour ces découvertes macabres sur le front du lac Michigan. En lisant cet article, je ne peux m'empêcher de repenser
même s'il est évident que le chercheur n'a aucune responsabilité dans la mort des quelques 70 000 volatiles comptabilisés depuis 1978, au fait que cette entreprise de ramassage et d'analyse qui permet l'avancée des connaissances en biologie vérifie toujours la remarque de Romain Bertrand selon laquelle les sciences du vivant s'édifient sur des monceaux de cadavres. Une phrase qui actualise l'aphorisme de Walter Benjamin sur le frisson garanti à quiconque s'aventurerait un instant à penser l'origine de notre patrimoine culturel. Je m'arrête là parce que sinon ça serait un petit peu long. C'est pas simple de lire parce que ce sont de longues périodes qui me rappellent un peu le style aussi donc de Sebald. Et alors moi cette page, ces pages et celles qui suivent me semblent très touchantes parce qu'elles m'ont donné moi l'impression finalement que le narrateur, bon, il va de référence en référence dans une sorte de chambre d'écho comme ça, où alors on passe d'une figure à l'autre et on arrive finalement dans ce silence, pas d'oiseau, comme une atmosphère de fin de monde alors qu'on est dans un lieu tout à fait sécure, hein, aux portes de la Bibliothèque nationale. Et tout cela, donc, m'a fait dire, c'est peut-être ça, la métaphore du type qui traverse un petit peu de façon spectrale ce livre. C'est peut-être ça, nous amener au désastre, à la pensée du désastre, à une méditation sur le désastre. Puis un autre point, alors, qui m'a intrigué, et puis qui m'a, je dirais, presque laissé sur ma faim, mais en même temps, je pense que, bon, ce que je dis là, et le passage que j'ai lu répond partiellement à ça, c'est qu'il y a souvent quelque chose qui vient ponctuer donc, cette quête, c'est des dates. Hein, des dates et des précisions de lieux qui sont très ténues. Alors, il y a le 17 mars, enfin je dis au hasard, 3 décembre, etc. Et donc on a ici la référence à quelqu'un qui existe, qui est l'auteur, enfin qui s'inscrit, et dont on ne sait jamais, il n'y a pas de psychologie, quoi. Moi je trouve ça parfait. Et ça fait aussi l'opacité et l'étrangeté de ce livre. On se demande, mais qu'est-ce qui a mis ce narrateur, cet homme, sur les traces du tigre? Et pour moi, la question, elle n'est pas tout à fait résolue. Voilà, ma petite lecture. Alors, merci beaucoup. Pour répondre un petit peu à ta question, ce qui est compliqué d'ailleurs, parce que c'est aussi un livre que j'ai écrit en étant attentif à beaucoup de coïncidences, de hasards. Et ce que le narrateur dit, l'auteur l'a vécu, effectivement, cette histoire du chevreuil qui l'arrête à un moment donné, alors qu'il vient d'enquêter pendant toute une journée sur la mort d'une tigresse à Paris, tout d'un coup, une panne, enfin un retard d'1 heure, et ce chevreuil, comme je le dis d'ailleurs, il n'en est plus question. Au bout d'un moment, il n'y a plus que le problème des voyageurs, des différentes correspondances qui pourraient avoir du mal. Et moi, je me dis, le chevreuil, bon sang, ce qui est important là-dedans, c'est le chevreuil. Et de fait, dans le livre comme ça, je n'hésite pas comme dans l'exemple que tu as repris, un article du Monde interrompt mon récit, et je me dis, il faut qu'il soit là. C'est une forme de digression un peu sébaldienne, sans doute, mais c'est aussi une nécessité dans le travail. Et au bout du compte, le livre qui s'appelle Constellation, en réalité, il y a plusieurs constellations dedans. Il y a des lieux, ceux que je parcours, des dates, des écrivains, des artistes, des événements aussi extrêmement nombreux. Hein, puisque à la fin, là, à la BNF, le narrateur n'est pas seulement là dans une référence à Austerlitz et à la mort des oiseaux, mais il est aussi sur le lieu, tout du moins tel que le pensait Sebald, de l'existence du camp d'Austerlitz, qui était un camp secondaire du camp de Drancy, donc un camp vers la déportation, vers l'extermination. Et derrière les vitres, quand j'observe la fin des oiseaux, c'est aussi tous les désastres qui se sont accumulés
dans notre histoire et, et qui sont souvent sédimentés d'ailleurs dans la bibliothèque.